Les impôts pour les épargnants, les investisseurs et les entrepreneurs vont augmenter en 2026. Le gouvernement vient de vous infliger de nouvelles taxes. Votre PEA, votre compte titre, votre PER, tous ces supports sont impactés fiscalement en 2026. Et le pire, une partie de vos gains de 2025 le sont déjà. Mais rassurez-vous, j'ai décrypté tout ça pour vous. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce qui change vraiment, ce qui est protégé et surtout, faut-il changer votre stratégie d'investissement ? Restez jusqu'au bout, parce que certaines enveloppes fiscales ne sont pas concernées. Cette vidéo ne constitue pas un conseil personnalisé en investissement. Investir comporte des risques de perte de capital. Bienvenue sur Money-Lore. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Le choc fiscal de 2026. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été adopté en décembre 2025. Et dedans, il y a une petite bombe. Une hausse de 1,4 points de la CSG sur vos placements financiers. Avant, votre flat tax, votre fameux PFU, c'était 30% bien rond. Simple, efficace. Maintenant, vous passez à 31,4% minimum. Et je dis bien minimum, parce que si vous avez des hauts revenus, avec la contribution exceptionnelle et la contribution différentielle, vous pouvez grimper jusqu'à 38,6%. Mais attendez, le pire, c'est la rétroactivité. Imaginez, vous avez vendu des actions en mars 2025. À l'époque, la flat tax, c'était 30%. Mais vous avez payé votre prélèvement forfaitaire et vous pensiez que c'était définitif. Sauf que, en 2026, quand vous allez faire votre déclaration d'impôt, surprise, l'administration fiscale va vous réclamer un complément de 1,4% sur cette plus-value de 2025. Pourquoi ? Parce que le prélèvement forfaitaire n'est pas libératoire. Vous n'êtes libéré de l'impôt qu'au moment de votre déclaration. Et comme la loi a été votée avant le 31 décembre 2025, elle s'applique rétroactivement au 1er janvier 2025. C'est ce qu'on appelle en jargon la petite rétroactivité. Moi j'appelle ça plutôt un scandale. Et là, vous ne pouvez rien faire. Absolument rien. C'est acté, c'est fini, il faut payer. Bon, maintenant qu'on a digéré la mauvaise nouvelle, voyons ce qui est touché et ce qui est épargné. Qui est impacté ? Qui est protégé ? C'est ici que les choses deviennent particulièrement incohérentes. Sont concernés par l'augmentation de 1,4 points de prélèvement, le plan d'épargne en action, PEA, le compte titre ordinaire, le plan d'épargne retraite, PER. Autrement dit, la quasi-totalité des placements financiers classiques est directement touchée par cette hausse de fiscalité. A l'inverse, deux grandes catégories d'investissements échappent à cette augmentation. L'assurance vie ne subit aucune hausse de prélèvements sociaux à ce stade. Les revenus fonciers issus de l'immobilier locatif restent également taxés à 17,2% de CSG, sans changement. Ce qui soulève immédiatement une question essentielle. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour l'investisseur ? Prenons un exemple simple. Vous achetez des actions d'une grande entreprise française, comme Total ou LVMH, placées dans un PEA. Ces actions subissent désormais une fiscalité alourdie. Placées dans un contrat d'assurance vie multi-support, ces mêmes actions ne sont pas concernées par la hausse de CSG. Il s'agit du même actif financier, mais la fiscalité diffère uniquement en fonction de l'enveloppe utilisée. Cette situation s'explique par la logique retenue par les pouvoirs publics. L'objectif affiché est de davantage taxer les placements considérés comme passifs et supposés moins contribuer à l'économie réelle. Le problème est que l'analyse n'a pas porté sur l'actif lui-même, mais uniquement sur le cadre fiscal qui l'héberge. Résultat, une action détenue dans un PEA est aujourd'hui plus taxée que la même action détenue via une assurance vie, ce qui pose un réel problème de cohérence. Et c'est précisément là que se pose la question centrale que beaucoup d'investisseurs se posent désormais. Faut-il tout changer dans votre stratégie ? Face à cette évolution de fiscalité, beaucoup d'investisseurs se posent naturellement la question suivante. Faut-il délaisser le PEA au profit de l'assurance vie ? L'idée peut sembler logique au premier abord. L'assurance vie est pour l'instant épargnée par la hausse des prélèvements, tandis que le PEA subit un alourdissement fiscal. Il est vrai que, dans le contexte actuel, l'assurance vie multi-support gagne en attractivité pour les investissements en actions. Pour de nouveaux versements, orienter une partie de son épargne vers l'assurance vie peut donc constituer un choix tactique pertinent. Il serait imprudent d'aller plus loin sans prendre de recul. Rien ne garantit que l'assurance vie restera durablement protégée. Un projet de loi de finances rectificatif est envisagé pour la fin de l'année 2026, dans un contexte budgétaire particulièrement contraint. Il est donc probable que l'État cherche de nouvelles sources de recettes. Par ailleurs, l'efficacité du lobbying des acteurs de l'assurance n'est jamais acquise dans le temps. Parier l'intégrité de son épargne long terme sur une seule enveloppe fiscale serait une erreur stratégique.
La diversification est un principe bien connu en matière d'investissement. Répartir son capital entre différentes classes d'actifs afin de limiter les risques. En 2026, ce principe doit également s'appliquer aux enveloppes fiscales. On parle désormais de diversification fiscale. L'objectif est simple, ne pas dépendre d'un unique cadre fiscal. Car personne ne peut anticiper avec certitude quelle enveloppe sera la prochaine à subir une hausse d'imposition. Concrètement, cela implique de conserver un équilibre entre plusieurs supports, un PEA, une assurance vie, un PER, et éventuellement un compte-titre pour davantage de souplesse. Il est également essentiel de replacer cette hausse dans son contexte. Un PEA taxé à 31,4% reste très compétitif comparé à d'autres formes d'imposition, notamment les revenus fonciers, dont la pression fiscale globale dépasse souvent 50%. Concernant le PER, la hausse de 1,4 points à la sortie ne remet pas en cause son intérêt. Le gain fiscal à l'entrée, lié à la déduction des versements de la tranche marginale d'imposition, 30%, 41%, voire 45%, demeure considérable. La question est donc simple. Vaut-il mieux investir 100 € et accepter une fiscalité légèrement plus élevée à la sortie, ou investir seulement 55 € parce qu'une part importante a été prélevée avant même d'être investie ? La réponse est claire. L'effet de levier fiscal du PER reste extrêmement puissant, même dans ce nouveau contexte. Vos actions concrètes maintenant. Après avoir posé le contexte, passons à l'essentiel et donc les décisions à prendre aujourd'hui. Premièrement, il est pertinent de privilégier l'assurance vie multisupport pour votre épargne investie en actions. À ce stade, elle n'est pas considérée par la hausse des prélèvements sociaux. Tant que cette situation perdure, il est logique d'en tirer parti. Deuxièmement, continuez à alimenter votre PEA, mais de manière plus mesurée. Il ne s'agit pas de l'abandonner, mais de préserver une diversification fiscale cohérente sur le long terme. Troisièmement, le PER reste incontournable si vous êtes soumis à une tranche marginale d'imposition élevée. L'avantage fiscal à l'entrée, via la déduction des versements, demeure très largement supérieur à la hausse constatée à la sortie. Enfin, l'approche la plus saine consiste à équilibrer vos flux d'épargne entre plusieurs enveloppes. La répartition exacte dépendra de votre situation personnelle, de votre horizon de placement et de votre niveau d'imposition. Mais l'idée centrale reste la même, ne pas tout concentrer sur un seul support. Un point fondamental, il ne faut pas paniquer. Il est fortement déconseillé de liquider votre PEA pour transférer massivement vers l'assurance vie. Une telle décision peut entraîner plusieurs conséquences négatives. Le déclenchement de plus-values imposables, la perte de l'antériorité fiscale du PEA, et surtout une concentration excessive du risque fiscal sur une seule enveloppe. La stratégie la plus rationnelle consiste à conserver vos positions existantes, à maintenir la diversification et à raisonner sur le long terme. La hausse de CSG appliquée aux gains de 2025 n'est pas récupérable. Si vous avez réalisé des ventes l'an dernier, le complément de prélèvement sera dû lors de la déclaration en 2026. Il n'existe aucun mécanisme légal permettant d'y échapper. La seule conclusion possible est donc simple. Cette hausse doit être intégrée dans votre stratégie future. Mais elle ne justifie ni des décisions précipitées, ni des arbitrages extrêmes. Ce qui nous attend en 2026-2027. Prenons maintenant un peu de recul et intéressons-nous aux scénarios probables. Les hypothèses de recettes apparaissent optimistes, tandis que les dépenses publiques devraient continuer à augmenter. L'écart entre prévision et réalité pourrait donc se creuser rapidement. Lorsque la situation budgétaire se détériore, le schéma est bien connu. Un projet de loi de finances rectificatif intervient généralement en fin d'année, souvent après l'été. Fin 2026. Ce scénario est loin d'être exclu. Et ce type de texte s'accompagne fréquemment de plusieurs éléments. De nouvelles mesures fiscales, des ajustements rétroactifs limités mais ciblés, et potentiellement une remise en cause de certains dispositifs jusqu'ici préservés, comme l'assurance vie ou d'autres niches fiscales. C'est précisément pour cette raison qu'un message central s'impose. La diversification fiscale n'est plus un simple confort stratégique, elle devient une nécessité. Il ne s'agit plus seulement de diversifier ses actifs, mais aussi de répartir intelligemment son épargne entre plusieurs enveloppes fiscales. De la même manière que vous ne concentrez pas tous vos investissements sur un seul actif, vous ne devez pas concentrer l'ensemble de votre patrimoine dans une seule structure fiscale. Cette approche est aujourd'hui l'un des rares moyens efficaces pour se prémunir contre l'incertitude fiscale à venir. Conclusion. Faisons un récapitulatif rapide des points essentiels. La fiscalité sur les placements financiers évolue avec une flat tax portée à 31,4% au minimum. Une rétroactivité s'applique sur certains gains réalisés en 2025. Les principales enveloppes financières sont concernées. PEA, compte-titres et PER. A l'inverse, l'assurance vie et l'immobilier locatif restent à ce stade épargnés. La priorité est de diversifier vos enveloppes fiscales afin de ne pas dépendre d'un seul cadre d'imposition. Pour vos nouveaux investissements en actions, l'assurance vie multisupport peut être privilégiée tant qu'elle reste protégée.
Le PEA ne doit pas être abandonné, en particulier si votre objectif est la préparation de la retraite. Enfin, il est essentiel de ne jamais fonder l'intégrité de votre stratégie patrimoniale sur une seule enveloppe fiscale. Il n'est pas nécessaire de bouleverser votre stratégie à long terme pour une hausse de 1,4 points. L'approche la plus rationnelle consiste à garder le cap, à diversifier intelligemment et à rester suffisamment flexible pour s'adapter aux évolutions futures. Car s'il y a bien une certitude en 2026, c'est que si la fiscalité continue d'évoluer, ça ne sera sûrement pas à l'avantage des épargnants. Si vous souhaitez aller plus loin, j'ai mis à votre disposition la liste complète des ETF que je considère comme les plus pertinents pour un PEA et pour un compte titre, avec une approche long terme et cohérente avec ce nouveau contexte fiscal. Le lien est disponible en description et dans le premier commentaire. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Beaucoup d'investisseurs n'ont pas encore mesuré l'impact réel de cette réforme. Enfin, dites-moi en commentaire si vous envisagez de faire évoluer votre stratégie d'épargne en 2026. Je prends le temps de lire et de répondre à vos messages. Prenez soin de votre argent et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.